Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Je voudrais quand même rebondir avant de parler des réfugiés sur ce que disait Hippolyte d'Albis, parce que j'ai trouvé ça très pertinent, cette façon de dire. Alors, sur quoi est-ce qu'on peut se mettre d'accord de façon complètement neutre et objective? Et en fait, le dernier point que tu as évoqué, tu as dit, ou l'avant-dernier, tu as dit les opposants comme les partisans savent que c'est mieux d'avoir de l'intégration que de ne pas en avoir. Le problème, en fait, ça reste théorique, malheureusement, le schéma que tu nous proposes. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, parce que en fait, ce qu'on pourrait se dire en conclusion de ton propos, c'est « Oh, mais génial, alors faisons une conférence de consensus. » Par exemple, en France, on adore ça. Mettons des gens opposants, des gens partisans, et faisons-les travailler ensemble et autour de cette question de l'intégration, et on en ressort d'accord avec l'idée que, par exemple, pendant 5 ans, on met à fond le turbo sur les politiques d'intégration. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les opposants à l'immigration, précisément parce qu'ils se reposent sur le fameux mythe de l'appel d'air, c'est-à-dire, en gros, notre pays est si attractif et la raison pour laquelle les gens viennent, c'est qu'ils savent qu'ici, ils auront des conditions extraordinaires, etc. Parce que ce mythe qui est un mythe qui a été 1000 fois démenti par la recherche, pour le coup, je pourrais y revenir tout à l'heure. Néanmoins, comme ils s'appuient là-dessus, notamment s'agissant des demandeurs d'asile, ils disent c'est chez nous qu'ils viennent parce qu'ils veulent profiter du système social, eh bien, ils ne veulent pas mettre en place les politiques publiques d'intégration, car les politiques publiques d'intégration faciliteraient la vie et donc renverraient encore plus ce signal que c'est agréable, confortable d'être là, etc. Et donc c'est ainsi que les opposants, en réalité, préfèrent laisser des gens à la rue, ne pas être hébergés, ne pas apprendre la langue du pays, etc., ne pas avoir la possibilité de travailler, parce que ça sert leur propre narratif qui est, en fait, ils viennent là uniquement par appel d'air. Donc je veux juste insister là-dessus. Et la raison pour laquelle je suis dans ce panel, je suppose, c'est parce que nous venons avec l'économiste Benjamin Michalet de sortir un livre qui s'appelle « Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas », qui revient justement sur cette question. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous nous parlez des réfugiés alors qu'on est sur les politiques migratoires dans leur ensemble en ce moment ? Je parle des réfugiés parce que moi, ce que j'ai constaté ces dernières années, c'est que la crispation à l'égard des nouveaux venus, on va les appeler comme ça, qui pendant longtemps se tournaient davantage vers la figure du migrant économique, etc. Ces dernières années, elle s'est tournée vers la figure du demandeur d'asile, du réfugié. C'est contre-intuitif parce que dans la tête de beaucoup de gens, on croit que quand même, non, les réfugiés, c'est autre chose, c'est noble, on est encore très attaché par humanisme à les protéger, c'est pas ça qui crispe l'opinion publique, c'est pas vrai. En vérité, depuis quelques années, et singulièrement depuis l'afflux des Syriens en Europe, et tout ce qui s'en est ensuivi, et la montée des populismes qui ont beaucoup agité ce sujet, c'est bel et bien la figure des demandeurs d'asile, des réfugiés, qui est regardée avec suspicion, sur laquelle est jeté l'opprobre, et notamment sous l'angle qu'utilisent les plus hostiles à l'immigration, qui est l'angle de ils mentent, ils ne sont pas là parce qu'ils fuient une persécution ou la mort, ils sont là parce qu'ils ont fraudé, ils ont emprunté les chemins de l'asile alors qu'ils venaient pour des raisons économiques. Et donc c'est extrêmement important d'affronter ce sujet-là pour comprendre ce qui se joue, pour éclairer les gens tout de même, pour savoir au fond qui sont ces demandeurs d'asile, d'où ils viennent, pour rappeler des choses qui ont disparu du débat public, par exemple que quand les gens fuient chez eux, en fait, leur préférence infinie, si vous les interrogez, moi qui parle beaucoup à des demandeurs d'asile et à des réfugiés en ma qualité de présidente de France Terre d'Asile, si vous les interrogez sur leur préférence véritable, ils préféreraient 1000 fois atterrir dans un pays voisin du leur, ne pas aller plus loin, pour une raison simple, si on se met 2 secondes à leur place, c'est qu'ils fuient des persécutions, la terreur, les détentions arbitraires, mais ils aimeraient bien pouvoir revoir les leurs ou pleurer leur mort. Vous voyez, mettez-vous à la place d'un Syrien ou d'une Afghane. Donc en fait, la préférence véritable des gens qui fuient de telles horreurs, c'est plutôt de rester dans un pays voisin du leur. Le problème, c'est que les pays voisins du leur, parce qu'on est au sud généralement, ont-ils les moyens, y compris économiques, de pourvoir à cette réalité-là? Et où est la communauté internationale quand il s'agit de venir leur porter assistance, les financements nécessaires, y compris pour que cette situation-là soit bien gérée? Donc en fait, dans notre monde, on organise tout mal. On part du présupposé que des gens qui sont en train de fuir la terreur sont des menteurs et des fraudeurs.
Vraiment, hein, ce que je dis, c'est documenté. Ça fait 10 ans que les Syriens ont commencé à arriver en Europe. Imaginez un petit peu le récit qu'ils ont entendu depuis 10 ans. 10 ans après, quand on ouvre les prisons de Bachar el-Assad lorsqu'il est tombé et que des caméras enfin filment à quoi ressemblaient les salles de torture et de détention, on se dit « Ah oui, mais c'est vrai, en fait, c'était ça qu'ils fuyaient, dis donc, c'était dur ». Ouais, il serait temps de s'en rendre compte. Donc, en fait, on diabolise la figure du demandeur d'asile. On introduit une grande confusion dans le débat public qui est quand même très problématique et que j'ai entendu 1000 fois, qui consiste à donner des chiffres très élevés en disant, par exemple, s'agissant de la France, vous vous rendez compte, on délivre près de 400 000 titres de séjour par an, c'est énorme. Et sur ces grands chiffres dans lesquels en réalité on mélange tout, aussi bien les étudiants étrangers que les travailleurs, que les couples mixtes, que les réfugiés, mais sur ces grands chiffres, on appose l'exclusive image du demandeur d'asile sur un bateau de fortune sur le point de faire naufrage, donnant le sentiment en effet de l'arrivée massive de la submersion. Donc toutes ces manipulations-là, il faut absolument les défaire. Et nous, on les défait en disant une chose simple. D'abord, arrêtons de confondre la migration volontaire, les étudiants, les travailleurs, etc., et les demandeurs d'asile, c'est-à-dire des déplacés forcés. La première partie, qui est donc la plus nombreuse, largement, les seuls étudiants, par exemple, ils représentent aujourd'hui 30% des titres de séjour que je viens d'évoquer, là où les demandeurs d'asile, c'est 12%. Donc, la première partie faite de migrants volontaires, un État, notre pays, peut complètement la réguler. Il a tout à fait la possibilité, en fonction de ses propres intérêts, de ses propres besoins, de dire on a moins besoin d'étudiants ici, plus besoin de travailleurs qualifiés là. Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi ce récit de l'impuissance permanente qui alimente l'angoisse des gens? S'agissant des déplacés forcés demandeurs d'asile, c'est vrai que, bien sûr, des grands principes éminemment précieux nous imposent d'ouvrir la porte aux demandeurs d'asile pour instruire leurs demandes avant de dire si oui ou non on en fait des réfugiés. Mais il faut se souvenir qu'ils ne représentent pas tant que ça de gens. L'année dernière, vous avez 130 000 personnes qui sont venues demander l'asile en France, et parmi elles, 70 000 qui ont été acceptées. Donc c'est à comparer à 68 millions d'individus quand même. Et j'en terminerai là parce que je suis trop longue, mais le droit d'asile, c'est quand même quelque chose d'infiniment précieux, hein, qu'il ne faudrait pas laisser brader par des gens cyniques et sans foi ni loi. Le droit d'asile, la Convention de Genève de 51, elle n'a pas été adoptée par hasard en 51, elle a été adoptée au lendemain d'une Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle vous aviez des Juifs qui fuyaient l'Allemagne parce qu'ils savaient le sort qui leur était réservé, qui frappaient aux portes des pays voisins, dont les portes sont demeurées closes, et qui ont fini leur chemin dans des camps d'extermination. Donc la Convention de Genève de 51, c'est pour dire plus jamais ça, plus jamais laisser des individus livrés à la folie d'un État qu'on ne sait plus contrôler et qui est totalement tortionnaire. Voilà de quoi on parle quand on dit le droit d'asile. Donc à chaque fois que quelqu'un vient à la télé vous dire c'est trop compliqué, ces textes internationaux, etc., repensez à cette histoire et demandez-vous si cet héritage ne mérite pas d'être préservé. Merci. Merci Najat Vallaud-Belkacem.